Ce message est arrivé un jour après la fête de nos 30 ans de mariage. 3 lignes qui ont tout changé. Je m'appelle Evelyne Laporte, j'ai 60 ans. Et ce soir, je vais vous raconter comment un simple texto m'a fait tomber à genoux dans un salon de réception vide. C'était le lendemain de notre anniversaire. 30 années avec Hugo. 30 années de rire, de projets, de certitude. Nous avions célébré entourés de 150 invités, champagne, orchestre, ce genre de soirée dont on se souvient toute une vie. Le matin suivant, mon téléphone a vibré. Madame Laporte, nous avons révisé les caméras de sécurité. Vous devez voir cela de vos propres yeux. Venez seul, mais promettez-moi que vous ne vous évanouirez pas. C'était Monsieur Renaud, le propriétaire du domaine des Tilleuls, là où nous avions fêté nos noces. Mon cœur s'est arrêté. Que pouvait-il bien y avoir sur ces caméras? Un vol? Un accident? Quelque chose de pire encore? J'ai relu le message 3 fois. Venez seul. Ces 2 mots-là m'ont glacé. Hugo était parti travailler tôt ce matin-là, comme toujours. J'ai appelé Monsieur Renaud. Sa voix était grave, presque paternelle. Madame, ce que je vais vous montrer, il vaut mieux que vous soyez assise. J'ai conduit jusqu'au domaine avec les mains tremblantes. Tout le long du trajet, j'essayais de me convaincre que ce n'était rien. Peut-être un invité qui s'était mal comporté, peut-être une erreur technique, mais au fond de moi, je savais. On sait toujours. Monsieur Renaud m'attendait à l'entrée. Il m'a guidé jusqu'à son bureau, en silence. Pas de sourire, pas de politesse inutile. Il a lancé la vidéo. Et là, j'ai vu mon mari. Hugo, mon Hugo. Dans un coin isolé du jardin, loin des invités, loin des regards, avec une femme. Une jeune femme élégante, cheveux longs, tailleur noir impeccable. Elle lui parlait avec une intensité troublante. Il hochait la tête, lui remettait des documents, une enveloppe épaisse, puis des clés. Et ensuite, un geste que je n'oublierai jamais. Il l'a serrée dans ses bras. Longtemps, trop longtemps. Ses mains sur son dos, sa tête penchée vers elle. Ce n'était pas un geste amical, c'était intime. J'ai porté ma main à ma bouche pour étouffer un cri. Mes jambes ne me portaient plus. Monsieur Renaud a arrêté la vidéo. Je suis désolé, madame. Je suis sortie de ce bureau comme une somnambule. Je suis montée dans ma voiture. J'ai posé mon front contre le volant. Et pour la première fois en 30 ans, j'ai douté de tout. Qui était cette femme? Depuis combien de temps? Et surtout, pourquoi ce soir-là? Pourquoi le jour de nos 30 ans de mariage? Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre ce que j'ai ressenti ce jour-là, il faut que je vous ramène en arrière. Hugo et moi, nous nous sommes rencontrés en 1985. J'avais 20 ans. Lui, 23. Une soirée étudiante à Lyon. Il étudiait le commerce, moi les lettres classiques. Il m'a demandé de danser. J'ai dit oui. 3 ans plus tard, nous étions mariés. Notre appartement sentait toujours le café le matin. Hugo se levait avant moi, préparait 2 tasses, ouvrait les volets. Je le retrouvais sur le balcon, face au toit de Paris, en train de lire le journal. C'était notre rituel. Café, silence, présence. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Pas par choix, mais la vie en a décidé autrement. Au début, cela nous a brisés. Puis, nous avons appris à nous suffire l'un à l'autre. Hugo a monté son cabinet d'expertise comptable en 1995. Pendant des années, il a travaillé jour et nuit. Moi, j'enseignais le français dans un lycée privé. Nos vies étaient simples, ordonnées, pleines. Le soir, nous dînions ensemble. Toujours, même après 30 ans. Il me racontait ses journées, ses clients difficiles, ses associés parfois compliqués. Je lui parlais de mes élèves, de leurs dissertations maladroites, de leurs rêves immenses. Nous rions. Beaucoup. Il avait cette façon de me regarder, même après toutes ces années. Comme si j'étais encore cette jeune fille timide qu'il avait invitée à danser. Je me souviens d'une phrase qu'il m'avait dite un soir, il y a longtemps. « Evelyne, tu es la seule chose que j'ai réussi dans ma vie. Je ne l'ai jamais oubliée. » Alors vous comprenez pourquoi, en rentrant chez moi ce jour-là, après avoir vu cette vidéo, j'avais l'impression que tout ce que j'avais cru vrai était faux. Je suis entrée dans notre appartement. Tout était à sa place. Les tasses du matin dans l'évier, son pardessus sur le porte-manteau, l'odeur de son eau de Cologne encore présente dans l'air. Mais quelque chose avait changé. Moi. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je lisais chaque soir. J'ai regardé les toits de Paris, et j'ai pleuré, sans bruit,
parce que je ne savais même plus qui était l'homme avec qui je vivais depuis 30 ans. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Hugo est rentré tard ce soir-là, presque 22 heures. Il m'a trouvé exactement là où il m'avait laissé le matin, dans le fauteuil près de la fenêtre. Mais cette fois, je ne lisais pas. Je fixais simplement le vide. « Evelyne, tout va bien. » Sa voix était douce, inquiète même. J'ai levé les yeux vers lui, cet homme que je connaissais par cœur, chaque ride, chaque geste, chaque silence. Et pourtant, à cet instant précis, il m'a semblé étranger. Oui, ai-je menti, juste fatigué. La fête hier soir, il a hoché la tête, soulagé. Il a embrassé mon front, comme il le faisait chaque soir depuis 30 ans. C'était une belle soirée, n'est-ce pas? J'ai souri. Un sourire qui m'a coûté plus que je ne saurais l'expliquer. Oui, magnifique. Il est parti se doucher. J'ai entendu l'eau couler. J'ai entendu ses pas dans la chambre. J'ai entendu ma vie continuer comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Les jours suivants, j'ai commencé à observer. Vraiment observer. Hugo a toujours été un homme discret, méthodique. Il rangeait ses affaires avec soin, répondait à ses appels dans son bureau, fermait la porte quand il travaillait. Mais maintenant, chaque geste me semblait suspect. Quand son téléphone sonnait, je tendais l'oreille. Quand il s'absentait le samedi matin soi-disant pour des rendez-vous clients, je comptais les heures. Un soir, environ 2 semaines après la fête, il m'a surprise en train de regarder son agenda posé sur la table du salon. « Tu cherches quelque chose ?» J'ai sursauté. Mon cœur battait trop fort. Non, je voulais juste vérifier la date du dîner chez les Mercier. Il a souri. Mais ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. C'est vendredi prochain. Je te l'avais dit ce matin. Il a refermé l'agenda. Doucement. Trop doucement. Evelyne, depuis quelques jours, tu es différente. Quelque chose te préoccupe? J'aurais pu tout lui dire à ce moment-là. Lui parler de la vidéo, de cette femme, de mon cœur qui se serrait chaque fois qu'il rentrait tard. Mais je ne l'ai pas fait, parce que j'avais peur. Peur de sa réponse, peur de la vérité, peur que tout s'effondre. Non, tout va bien. C'est juste la fatigue, tu sais. La fin du trimestre au lycée. Il m'a embrassée sur la tempe. Repose-toi, ma chérie. Je m'occupe du dîner ce soir. Et il est parti à la cuisine comme si tout était normal. Mais rien n'était normal. Cette nuit-là, allongée à côté de lui, je l'ai écouté respirer dans le noir. Son souffle régulier, paisible. Comment pouvait-il dormir si tranquillement? Moi, je ne dormais plus. Je passais mes nuits à reconstituer les derniers mois. Les détails que j'avais négligés, les petits changements que je n'avais pas voulu voir. Il avait maigri, beaucoup. Je m'en étais rendu compte lors de la fête quand j'avais vu les photos. Son costume flottait légèrement. « Tu devrais manger davantage », lui avais-je dit quelques jours avant l'anniversaire. « Je mange assez, Evelyne, ne t'inquiète pas. » Mais il picorait, laissait la moitié de son assiette, buvait beaucoup d'eau. Et puis, il y avait ses absences. Depuis 6 mois environ, Hugo rentrait parfois du bureau avec ce regard lointain, comme s'il revenait d'un endroit où je n'avais pas accès. Un samedi après-midi, début mars, il m'avait annoncé qu'il devait partir pour une réunion urgente. « Un samedi ?» avais-je demandé, étonné. « Oui, un client important. Je serai de retour vers 18 heures. Il n'était rentré qu'à 20 heures. Les traits tirés, le regard éteint. Ça s'est bien passé? Oui, compliqué, mais c'est réglé. Il n'avait rien ajouté. Et moi, je n'avais pas insisté. Pourquoi je n'avais pas insisté? Maintenant, allongé dans le noir, je me posais cette question en boucle. Peut-être parce que, au fond, je ne voulais pas savoir. Peut-être parce que l'ignorance protège, temporairement, lâchement. Le lendemain matin, Hugo m'a retrouvé à la cuisine. Il m'a tendu ma tasse de café avec ce sourire que je connaissais si bien. « Evelyne, j'ai réfléchi. Et si on partait quelques jours? Toi et moi, loin de Paris. La Bretagne, peut-être? Tu adores la mer. » J'ai pris la tasse. Elle était chaude entre mes mains. « Pourquoi maintenant ?» Il a haussé les épaules. « Parce qu'on le mérite. Parce que j'ai envie de passer du temps avec toi. Rien que toi. » Il était sincère. Je le voyais dans ses yeux. Mais cette sincérité me faisait encore plus mal. Comment pouvait-il me regarder ainsi, me parler ainsi, et en même temps, être avec une autre? D'accord, ai-je dit finalement. La Bretagne. Pourquoi pas? Il a souri. Vraiment souri. Et moi, j'ai souri aussi. Parce que c'est ce qu'on fait quand on a peur de perdre ce qui nous reste.
On fait semblant. Ce soir-là, en me couchant, j'ai regardé notre chambre. Les rideaux que nous avions choisis ensemble, la commode ancienne héritée de ma grand-mère, la photo de notre mariage encadrée sur le mur, 30 ans de vie commune contenus dans une seule pièce. Et je me suis demandé combien de temps encore j'allais pouvoir faire comme si tout allait bien. Combien de temps avant que je n'ose enfin poser la question qui me dévorait de l'intérieur. Qui est cette femme, Hugo? Mais les mots restaient coincés, quelque part entre la peur et l'espoir, parce qu'une partie de moi voulait encore croire que j'avais mal vu, mal compris, mal interprété. Une partie de moi voulait encore croire en nous. Je me demande encore si j'aurais dû parler plus tôt. Et vous? Avez-vous déjà gardé un secret par peur de la vérité? Nous sommes partis en Bretagne une semaine plus tard. Hugo avait réservé une petite maison face à la mer, près de Saint-Malo. Une de ces maisons en pierre grise avec des volets bleus, le genre d'endroit où l'on vient pour oublier le monde. Pendant 3 jours, j'ai essayé de faire exactement cela. Oublier. Nous marchions sur la plage chaque matin. Hugo prenait ma main, comme il l'avait toujours fait. Nous regardions les vagues. Nous parlions de tout et de rien. De ses souvenirs d'enfance à Nantes, de mes élèves qui me manquaient déjà. Il était présent, entièrement présent. Et c'est justement cette présence qui me déchirait, parce qu'elle me rappelait pourquoi je l'aimais, pourquoi je ne voulais pas perdre cet homme, pourquoi j'étais prête à fermer les yeux sur ce que j'avais vu. Un soir, nous dînions dans un petit restaurant du port. Hugo avait commandé des huîtres, moi, une sole meunière. Il regardait la mer par la fenêtre, un léger sourire aux lèvres. « Evelyne, tu te souviens de notre voyage de noces ?»« En Corse, ai-je répondu. « Bien sûr que je m'en souviens. Tu portais cette robe blanche avec des fleurs bleues. Tu refusais de te baigner parce que l'eau était trop froide. J'ai souri malgré moi. Et toi, tu m'as porté dans l'eau de force. J'ai crié pendant 10 minutes. Il a ri, ce rire profond que j'aimais tant. Tu m'en as voulu toute la journée. Mais le soir, tu m'as dit que c'était le plus beau jour de ta vie. C'était vrai. Il a pris ma main par-dessus la table. Ses doigts étaient chauds, familiers. J'aimerais qu'on ait plus de moments comme ça, Evelyne. Juste nous deux. Loin de tout. J'ai serré sa main. Moi aussi. Mais en disant ces mots, une voix dans ma tête hurlait. Pourquoi maintenant, Hugo? Pourquoi cette urgence? Pourquoi ce besoin soudain de partir, de me dire combien tu m'aimes? Je n'ai rien dit. Parce que j'avais peur de briser ce moment. Peur de découvrir que tout cela n'était qu'une illusion. Une dernière danse avant la fin. Nous sommes rentrés à Paris le dimanche soir. Hugo a repris le travail le lundi matin. Moi aussi. Et pendant plusieurs semaines, j'ai choisi la paix plutôt que la vérité. Je me suis convaincue que j'avais mal interprété cette vidéo, que cette femme était peut-être une collègue, une cliente, une simple relation professionnelle. Après tout, Hugo m'avait toujours été fidèle. Jamais un regard déplacé, jamais un mensonge. Pourquoi aurait-il changé maintenant? Après 30 ans? Mais le doute, voyez-vous, c'est comme une graine. Une fois planté, il pousse. Lentement, silencieusement. Un mardi soir, fin mai, Hugo est rentré encore plus tard que d'habitude. Presque minuit. Je l'attendais dans le salon, incapable de dormir. Désolée, Evelyne. Réunion qui s'est éternisée. Il avait l'air épuisé. Son visage était pâle, creusé. Tu travailles trop, Hugo. Tu devrais ralentir. Il a secoué la tête. Je ne peux pas. Pas maintenant. Il y a des dossiers importants à boucler. Plus importants que ta santé? Il m'a regardé. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Evelyne, fais-moi confiance. Tout va bien. Fais-moi confiance. Ces 3 mots auraient dû me rassurer. Mais ils ont eu l'effet inverse. Parce qu'on ne demande la confiance que lorsqu'on a quelque chose à cacher. Le lendemain, je suis allée déjeuner avec Marguerite, ma meilleure amie depuis l'université. Nous nous retrouvions chaque mois dans le même café, près du Luxembourg. Elle m'a tout de suite regardée avec inquiétude. « Evelyne, tu as mauvaise mine. Quelque chose ne va pas ?» J'ai hésité. Longtemps. Puis j'ai fini par lâcher. « Marguerite, si tu découvrais que ton mari te cache quelque chose de grave, tu ferais quoi ?» Elle a posé sa tasse de café. « Je lui demanderais la vérité, sans détour. Et s'il mentait? Alors je saurais. On reconnaît toujours un mensonge, Evelyne. Même quand on ne veut pas le voir. » J'ai baissé les yeux. Et si la vérité détruisait tout? Marguerite a pris ma main. « Ma chérie, parfois c'est le silence qui détruit, pas la vérité. » Je suis rentrée chez moi ce soir-là, avec ces mots en tête. Parfois, c'est le silence qui détruit. Hugo était déjà là.
Il préparait le dîner. Une omelette aux champignons, mon plat préféré quand je suis fatigué. « Bonne journée ?» a-t-il demandé en me tendant un verre de vin. « Oui, j'ai déjeuné avec Marguerite. Comment va-t-elle ? » ?»« Bien. Elle m'a demandé de tes nouvelles. » Il a hoché la tête, concentré sur sa poêle. « Hugo ? » ?»« Oui. » J'ai inspiré profondément. « Il faut qu'on parle. » Il s'est retourné. Son visage s'est figé. « De quoi ? » ?»« De nous. De ce qui se passe. » Il a posé la spatule, lentement. « Qu'est-ce qui se passe, Evelyne ?» Et là, face à lui, face à cet homme que j'aimais depuis 40 ans, j'ai perdu tout mon courage. Rien. Oublie. C'est juste, je trouve que tu travailles trop, que tu es fatigué, que nous ne passons plus assez de temps ensemble. Il a souri, un sourire triste. Tu as raison, je te promets que ça va changer. Bientôt, bientôt. Ce mot m'a glacé, parce qu'il sonnait comme un adieu. Ce soir-là, après le dîner, Hugo s'est endormi sur le canapé devant la télévision. Son téléphone a vibré à côté de lui. Je l'ai regardé, juste un instant. L'écran s'est allumé. Un message. Tout est prêt pour jeudi. 15 heures, comme convenu. Pas de nom. Juste un numéro que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est mis à battre violemment. J'aurais pu le réveiller, lui demander, exiger une explication. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai éteint l'écran. Je l'ai recouvert d'une couverture, j'ai embrassé son front. Et je suis partie me coucher. Parce que c'est plus facile de vivre dans le doute que de faire face à la vérité. Parce que j'avais peur. Peur de perdre les 30 années qui nous avaient construits. Peur de me retrouver seule. Peur de découvrir que l'homme que j'aimais n'était plus celui que je croyais connaître. Alors j'ai fait ce que beaucoup de femmes font. Je me suis tue. Je me suis soumise au silence, en espérant peut-être que le temps arrangerait les choses. Mais le temps, voyez-vous, n'arrange rien du tout. Il ne fait que creuser les failles. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le jeudi en question, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser toute la journée. 15 heures, comme convenu. J'étais au lycée, devant mes élèves de terminale, en train d'expliquer les fleurs du mal de Baudelaire. Mais mon esprit était ailleurs. Où était Hugo à cet instant précis? Avec qui? Pourquoi ce rendez-vous devait-il rester secret? À 15 heures pile, j'ai regardé l'horloge au mur de la classe. Les aiguilles semblaient se moquer de moi. « Madame Laporte, ça va ?» C'était Léa, une de mes meilleures élèves. Elle me regardait avec inquiétude. « Oui, Léa. Pardon. Où en étions-nous ? Vous nous parliez du spleen. » Le spleen, cette mélancolie profonde, ce mal-être existentiel dont parlait Baudelaire. Je n'aurais pas pu choisir pire moment pour enseigner ce poème. Ce soir-là, Hugo est rentré à l'heure habituelle, 19h30. Il avait l'air soulagé, comme un homme qui vient de terminer une tâche difficile. « Bonne journée ?» ai-je demandé en essayant de paraître naturel. « Oui, longue, mais productive. » Il a embrassé ma joue. Son geste était tendre, mais distant. « Tu as eu des réunions ?» Il a hésité, une fraction de seconde à peine. Mais je l'ai vu. Les réunions habituelles, rien de spécial. Mensonge. Je le savais. Il le savait. Mais nous avons continué à jouer cette comédie. Les jours ont passé. Puis les semaines. Début juin, j'ai remarqué quelque chose d'autre. Hugo avait commencé à trier ses affaires. Discrètement, mais méthodiquement. Un samedi matin, je l'ai trouvé dans son bureau, entouré de dossiers. « Qu'est-ce que tu fais ?» ?»« Je range. Il y a des papiers dont je n'ai plus besoin. » Il tenait une vieille photo. Nous deux, devant notre premier appartement. J'avais 23 ans. Lui, 26. Nous venions de nous marier. Il a regardé cette photo longuement. Trop longuement. Tu te souviens de ce jour-là ? Bien sûr. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir. Sa voix tremblait légèrement. « Hugo, pourquoi tu dis ça comme si c'était fini ?» Il a levé les yeux vers moi. « Ce n'est pas fini, Evelyne. C'est juste nostalgique, j'imagine. » Il a rangé la photo dans une enveloppe. Puis, il a fermé le tiroir à clé. Je n'avais jamais vu Hugo fermer ce tiroir à clé auparavant. Une semaine plus tard, j'ai découvert autre chose. En rangeant le linge, j'ai trouvé une carte de visite dans la poche de sa veste. Maître Sophie Arnaud, avocate, droit de la famille et succession. Une avocate. Mon sang s'est glacé. Pourquoi Hugo avait-il besoin d'une avocate spécialisée en droit de la famille? Divorce. C'était le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Il voulait divorcer. C'était pour ça
Toutes ces absences, ces réunions mystérieuses, cette femme sur la vidéo, elle n'était pas sa maîtresse, elle était son avocate. J'ai dû m'asseoir sur le lit. Mes jambes ne me portaient au plus. 30 ans de mariage. Et il voulait partir, sans même m'en parler. J'ai regardé cette carte longtemps. Les lettres dansaient devant mes yeux. Puis j'ai fait quelque chose dont je n'étais pas fière. J'ai appelé ce numéro. Une voix féminine a répondu. Cabinet de Maître Arnaud, bonjour. J'ai reconnu cette voix. C'était elle, la femme de la vidéo. Bonjour, je souhaiterais prendre rendez-vous avec Maître Arnaud. Bien sûr. Puis-je avoir votre nom? J'ai hésité. Evelyne Laporte. Un silence. Long. Trop long. Madame Laporte? Oui. Un instant, s'il vous plaît. Elle m'a mise en attente. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende à travers le téléphone. Puis elle est revenue. Madame Laporte, Maître Arnaud aimerait vous rencontrer. Seriez-vous disponible demain, 16 heures? Demain? Oui. Elle dit que c'est important. D'accord. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pourquoi cette avocate voulait-elle me voir si rapidement? Qu'est-ce qu'Hugo lui avait raconté? Ce soir-là, Hugo est rentré avec des fleurs. Des pivoines blanches, mes préférées. Pour toi, a-t-il dit en me les tendant. Pourquoi? Parce que tu les aimes. J'ai besoin d'une autre raison? Il souriait. Mais son sourire ne touchait pas ses yeux. J'ai pris les fleurs. Elles étaient magnifiques, fraîches, parfumées, et je les ai détestées, parce qu'elles ressemblaient à des fleurs qu'on apporte pour s'excuser, ou pour dire au revoir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais Hugo dormir à côté de moi. Son visage était paisible, serein. Comment pouvait-il dormir si tranquillement alors qu'il préparait notre séparation? J'ai pensé à toutes ces années, à tous ces moments, à toutes ces promesses, pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que nous avions dit devant l'autel, devant Dieu, devant nos familles. Et maintenant, quoi? Le pire était arrivé, et il voulait partir. Le lendemain, j'ai menti à Hugo pour la première fois en 30 ans. Je sors avec Marguerite cet après-midi. Shopping été. Amuse-toi bien, ma chérie. Il m'a embrassée, tendrement, et je suis partie. Le cabinet de Maître Arnaud se trouvait dans le 7e arrondissement. Un immeuble haussmannien élégant. Le genre d'endroit où vont les gens qui ont de l'argent et des problèmes. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Mes jambes tremblaient. La secrétaire m'a fait entrer dans une salle d'attente luxueuse. Fauteuils en cuir, tableaux contemporains, magazines de décoration. Puis la porte s'est ouverte. Et elle était là, la femme de la vidéo, Sophie Arnaud. Elle devait avoir 35 ans, peut-être 40, cheveux châtains coupés au carré, tailleur bleu marine impeccable, regard intelligent. Madame Laporte, merci d'être venue. Elle m'a tendu la main. Je l'ai serrée. Sa poignée était ferme, professionnelle. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis assise, mon sac serré contre moi comme un bouclier. Elle s'est installée derrière son bureau. Elle m'a regardé longuement, avec des compassions. Madame Laporte, je crois qu'il y a un malentendu. Un malentendu? Oui. Vous pensez que je suis ici pour gérer votre divorce? C'est bien ça? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a soupiré. Madame, je ne gère pas votre divorce. Votre mari ne veut pas divorcer. Alors pourquoi il vous voit en secret? Pourquoi toutes ces réunions? Elle a croisé les mains sur son bureau. Je ne peux pas vous le dire. Secret professionnel. Mais elle a hésité. Mais je peux vous dire une chose. Votre mari vous aime. Profondément. Tout ce qu'il fait, c'est pour vous protéger. Me protéger? De quoi? Elle a secoué la tête. C'est à lui de vous le dire. Pas à moi. Mais il ne me dit rien. Il me cache tout. Je ne comprends plus rien. Ma voix s'était brisée. Les larmes coulaient maintenant. Je ne pouvais plus les retenir. Maître Arnaud a contourné son bureau. Elle s'est agenouillée devant moi. Elle a pris mes mains dans les siennes. Madame Laporte, écoutez-moi bien. Parlez à votre mari, ce soir. Exigez la vérité, il vous la doit. Et s'il refuse? Il ne refusera pas. Plus maintenant. Elle s'est relevée. Elle a sorti une enveloppe de son tiroir. Donnez-lui ceci. Et dites-lui que nous avons parlé. Il comprendra. J'ai pris l'enveloppe. Elle était scellée, lourde. Qu'est-ce que c'est? La vérité, Madame Laporte. Toute la vérité. Je suis sortie de ce bureau complètement perdue. Dans le métro, je regardais cette enveloppe. J'avais envie de l'ouvrir, de savoir.
Mais quelque chose m'en empêchait. Parce que j'avais peur. Peur que cette vérité soit pire que tous les mensonges. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Je suis rentrée chez moi avec cette enveloppe comme on porte une bombe. Hugo n'était pas encore là. Il était 18 heures. Je me suis assise à la table de la cuisine, l'enveloppe devant moi. J'ai fixé mon nom écrit à l'encre noire sur le papier craft. Madame Evelyne Laporte. Mes mains tremblaient. J'aurais pu l'ouvrir. Découvrir seul ce que Hugo me cachait depuis des mois. Mais les mots de maître Arnaud résonnaient encore dans ma tête. Parlez à votre mari. Exigez la vérité. Il vous la doit. Alors j'ai attendu. Chaque minute semblait durer 1 heure. À 19 heures, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Hugo est entré. Il m'a vue assise là, dans la cuisine, sans lumière, l'enveloppe devant moi. Son visage s'est décomposé. « Evelyne, assieds-toi, Hugo. » Ma voix était calme, trop calme. La voix de quelqu'un qui a dépassé la colère pour atteindre le désespoir. Il a posé son attaché-case. Lentement, il s'est assis en face de moi. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé en regardant l'enveloppe. « Je ne sais pas. Je ne l'ai pas ouverte. Maître Arnaud m'a dit de te la donner. » Il a fermé les yeux. Une longue inspiration. Comme un homme qui sait que le moment est venu. « Tu es allé la voir. »« Oui. Pourquoi ?» J'ai sorti la carte de visite de ma poche. Je l'ai posée sur la table. « Parce que j'ai trouvé ça dans ta veste. Parce que depuis des mois, tu me mens. Parce que j'ai vu la vidéo, Hugo. » « Quelle vidéo ?»« Celle de notre anniversaire. Monsieur Renaud m'a appelé. Il m'a montré. Je t'ai vu avec elle, dans le jardin, lui donner des papiers, des clés, la serrer dans tes bras. » Les larmes coulaient maintenant. Je ne les retenais plus. Pendant 30 ans, Hugo, 30 ans, je t'ai fait confiance. Je t'ai aimé. Je t'ai cru. Et maintenant, je ne sais même plus qui tu es. Il a tendu la main vers moi. J'ai reculé. Ne me touche pas. Dis-moi juste la vérité. C'est tout ce que je te demande. La vérité. Hugo a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. Quand il a relevé les yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la peur. Une peur profonde. Viscérale. « Evelyne, je vais tout te dire. Mais avant, je veux que tu saches une chose. Une seule. Quoi? Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et tout ce que j'ai fait, chaque mensonge, chaque secret, c'était pour te protéger. » Me protéger de quoi, Hugo? De quoi? Il a pris l'enveloppe. Il l'a ouverte. Il en a sorti des papiers, des documents officiels, des résultats médicaux. Il les a posés devant moi. Et là, j'ai lu. Cancer du pancréas, stade 4, métastase hépatique. Pronostic, 6 à 12 mois. Le monde s'est arrêté. Les mots dansaient devant mes yeux. Je les lisais encore et encore, mais ils ne faisaient aucun sens. Non, c'est tout ce que j'ai pu dire. Non, non, non. Hugo s'est levé. Il a voulu me prendre dans ses bras. Cette fois, je l'ai laissé faire. Je me suis effondrée contre lui. Et j'ai pleuré, comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Depuis quand ai-je réussi à articuler entre 2 sanglots? Mars. Le diagnostic est tombé début mars. Mars. Il y a 9 mois. 9 mois qu'il savait. 9 mois qu'il portait ça seul. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Il m'a serré plus fort. Parce que je ne voulais pas que tu me regardes comme tu me regardes maintenant. Comme un homme qui va mourir. Mais Hugo, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je me suis assise. Il s'est assis en face de moi. Il a pris mes mains. Quand j'ai appris, j'ai d'abord pensé que c'était une erreur. J'ai fait d'autres examens. J'ai consulté 3 spécialistes différents. Tous m'ont dit la même chose. 6 mois à 1 an. Peut-être moins. On peut faire quelque chose. Une chimiothérapie. Une opération. Il doit y avoir... Non, Evelyne, il n'y a rien à faire. Le cancer est trop avancé. Les traitements ne feraient que prolonger la souffrance. J'ai choisi de ne pas les faire. Tu as choisi, sans même m'en parler? Oui, parce que c'était mon choix à faire, pas le tien. Je voulais crier, hurler, lui dire qu'il n'avait pas le droit de décider seul, que nous étions mariés, que les choix importants, on les faisait ensemble. Mais je voyais son visage, cette fatigue profonde, cette maigreur que j'avais remarquée, cette tristesse dans ses yeux que j'avais prise pour de la culpabilité. Et maître Arnaud, ai-je demandé? Elle m'aide à mettre mes affaires en ordre, mon testament, les transferts de biens. Quel transfert? Il a sorti d'autres papiers de l'enveloppe. Evelyne, j'ai 2 associés au cabinet. Tu les connais, Bernard et Philippe.
Je les connaissais. 2 hommes d'affaires sans scrupules. Hugo s'était toujours plaint d'eux, de leur cupidité, de leur manque d'éthique. Quand je mourrai, selon nos accords, mes parts du cabinet reviendront automatiquement à eux, pour presque rien. Mais c'est injuste. Oui, mais légal. J'ai signé ces accords il y a 20 ans, quand nous avons créé le cabinet ensemble. Je ne pensais pas mourir à 63 ans. Il a désigné les documents. Alors, j'ai trouvé une solution. J'ai transféré la moitié de tous nos biens à ton nom. L'appartement, les comptes bancaires, les placements, tout. Pourquoi la moitié seulement? Parce que si je transférais tout, il pourrait t'attaquer en justice, prétendre que c'était de la fraude. Mais la moitié, c'est légal. C'est ton droit en tant qu'épouse. Je regardais ces papiers, des colonnes de chiffres, des signatures, des cachets officiels. Sophie, Maître Arnaud, m'a aidé à tout organiser, discrètement, pour que Bernard et Philippe ne s'en rendent pas compte avant qu'il soit trop tard. C'était ça tous ces rendez-vous secrets. Oui, la banque, le notaire, l'avocat, j'ai passé des mois à tout mettre en place. Et la vidéo, celle de l'anniversaire? J'avais rendez-vous avec Sophie ce soir-là, pour signer les derniers documents. Elle devait me remettre les clés du coffre où tout est entreposé. J'ai choisi ce moment parce que je voulais que ce soit fait, que tu sois protégé. Avant la fête, il a baissé les yeux. Je ne savais pas qu'il y avait des caméras dans le jardin. Je pensais qu'on était seuls. Je comprenais maintenant. Tout prenait sens. Les absences, la fatigue, la perte de poids, les regards tristes. Cette urgence à passer du temps ensemble. Hugo, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu as porté ça tout seul? Parce que je voulais que ces derniers mois soient beaux, que tu te souviennes de nous heureux. Pas de moi malade, diminué, mourant. Il a essuyé ses yeux. La fête de nos 30 ans, c'était mon cadeau pour toi, mon dernier cadeau. Je voulais que ce soit parfait, que tu te souviennes de cette soirée, de nous en train de danser, de rire, d'être nous-mêmes. Mais Hugo, et je voulais te protéger, Evelyne. Financièrement, moralement. Je voulais être sûre que quand je ne serais plus là, tu serais à l'abri, que Bernard et Philippe ne pourraient pas te voler ce qui te revient de droit. Il a pris mon visage entre ses mains. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Maladroitement peut-être, en te faisant souffrir certainement. Mais par amour, uniquement par amour. Je l'ai regardé, cet homme que j'aimais depuis 40 ans, cet homme qui allait me quitter. Et j'ai compris. J'ai compris que parfois, les mensonges sont des actes d'amour, que parfois, on cache la vérité non pas pour trahir, mais pour protéger. Que parfois, la plus grande preuve d'amour est de porter sa douleur seule pour épargner l'autre. Combien de temps? Ai-je murmuré. Les médecins disent quelques mois, peut-être 6, peut-être moins. 6 mois. Nous avions 6 mois. Après 30 ans, il ne nous restait que 6 mois. On va les vivre bien, ai-je dit. Ces 6 mois. Ensemble. Sans mensonge. Sans secret. Oui, promets-moi. Je te le promets. Cette nuit-là, nous sommes restés éveillés jusqu'à l'aube. Hugo m'a tout raconté. Les symptômes qu'il avait ignorés. Les douleurs qu'il avait cachées. Les rendez-vous médicaux qu'il avait inventés comme des réunions de travail. Il m'a parlé de sa peur, de sa colère, de son désespoir, et puis de son acceptation. J'ai eu une belle vie, Evelyne. Une vie pleine. Grâce à toi. Ne dis pas ça. Ne parle pas au passé. D'accord. J'ai une belle vie. Grâce à toi. Au petit matin, je l'ai regardé s'endormir enfin. Son visage était paisible. Et j'ai compris que les prochains mois allaient être les plus difficiles de ma vie. Mais aussi, peut-être, les plus précieux. Parce que maintenant, je savais. Et savoir, même quand la vérité fait mal, c'est toujours mieux que vivre dans le mensonge. Les semaines qui ont suivi cette nuit-là ont été étranges. Étranges parce que tout avait changé, et pourtant, rien n'avait changé. Nous prenions toujours notre café ensemble le matin. Nous dînions toujours côte à côte le soir. Nous parlions. Nous rions même, parfois. Mais maintenant, chaque moment était teinté de cette conscience aiguë. Le temps était compté. Juillet est arrivé. Les élèves étaient en vacances. Hugo avait pris un congé du cabinet, officiellement pour raison de santé. Officieusement, parce qu'il savait qu'il ne reviendrait jamais. Bernard et Philippe étaient venus le voir à la maison. Une visite de courtoisie, avaient-ils dit. Mais je les connaissais. Je voyais leur regard calculateur,
leur sourire faux. Ils attendaient, comme des vautours. « Hugo, tu devrais penser à la succession du cabinet », avait dit Bernard en sirotant son café. « Nous devons assurer la continuité. Il y a du temps pour ça », avait répondu Hugo calmement. « Bien sûr, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux être préparé. » J'avais serré les poings sous la table. Ces hommes parlèrent de la mort de mon mari comme d'un simple dossier administratif. Après leur départ, Hugo s'était effondré dans le canapé. « Ils savent, ils ont compris que je suis malade. Et alors, ils vont essayer de te voler, Evelyne. Dès que je serai mort, ils vont tout faire pour que tu ne touches rien. Mais tu as tout prévu? Avec Maître Arnaud? Oui, mais ils vont se battre. Ils vont te harceler, te faire peur. J'aurais voulu t'épargner ça. » Je m'étais assise à côté de lui. J'avais pris sa main. « Hugo, je ne suis pas une enfant. Je peux me défendre. Je sais, mais j'aurais aimé être là pour te protéger. Tu seras toujours là, d'une façon ou d'une autre. » Il avait souri, ce sourire triste que je connaissais maintenant si bien. En août, nous sommes partis. Pas en Bretagne cette fois. Trop de vent, trop de fraîcheur. Hugo voulait le soleil, la chaleur, la vie. Nous avons loué une petite maison dans le Luberon, au milieu des lavandes et des oliviers. Chaque matin, nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse. Le soleil se levait sur les collines. Les cigales chantaient. Hugo lisait. Moi aussi. Parfois, nous ne parlions pas pendant des heures. Nous n'avions pas besoin de mots. Sa présence me suffisait. Un après-midi, nous nous sommes promenés dans un village perché, Saint-Paul-de-Vence. Les ruelles étaient étroites, pavées, fleuries. Hugo marchait lentement. Il s'arrêtait souvent pour reprendre son souffle. « Tu veux rentrer ?» avais-je demandé. « Non, je veux voir le coucher de soleil d'ici. Nous avons trouvé un banc face à la vallée. Nous nous sommes assis, main dans la main. Le ciel s'est embrasé. Orange, rose, violet. C'est beau ?» avait murmuré Hugo. « Oui, je veux que tu continues à voir des couchers de soleil, Evelyne. Après, je veux que tu continues à vivre. Ne dis pas ça. Il faut que je le dise. Je veux que tu sois heureuse, que tu voyages, que tu restes proche de Marguerite, que tu continues à enseigner si ça te rend heureuse. Hugo, promets-moi que tu ne t'enfermeras pas dans le chagrin. » Les larmes coulaient sur mes joues. « Je ne peux pas te promettre ça. Alors promets-moi d'essayer. » J'essaierai. Il avait posé sa tête sur mon épaule. Nous étions restés là jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. De retour à Paris en septembre, les choses ont commencé à se dégrader. Hugo avait de plus en plus mal. Il ne se plaignait jamais. Mais je le voyais dans ses gestes, dans ses silences. Les médecins lui avaient prescrit de la morphine. « Ça aide », disait-il. Mais ça me rend confus parfois. Un matin d'octobre, je l'ai trouvé assis dans son bureau, entouré de vieilles photos. Notre mariage, notre premier appartement, nos vacances en Italie, en Grèce, en Espagne. Toute une vie en images. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je me souviens », avait-il dit simplement. « Je veux me souvenir de tout. » Je m'étais assise à côté de lui. Nous avions regardé ces photos ensemble, en silence. Puis il avait sorti une enveloppe. Je t'ai écrit une lettre, pour après. « Hugo, prends-la. Ne l'ouvre pas maintenant. Mais quand je ne serai plus là, lis-la, s'il te plaît. » J'avais pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Je ne veux pas la lire. Je ne veux pas qu'il y ait un après. Moi non plus. Mais il y en aura un. Et je veux que tu saches que tout a été parfait. Chaque jour avec toi a été un cadeau. Début novembre, Hugo est entré à l'hôpital. Pas pour des traitements. Juste pour gérer la douleur. Les médecins m'avaient prévenu. C'est une question de jours maintenant, Madame Laporte. Peut-être une semaine. Peut-être 2. Je passais mes journées à son chevet. Je lui lisais ses livres préférés. Je lui parlais de notre vie, de nos souvenirs. Parfois, il dormait. Parfois, il me regardait avec une intensité qui me brisait le cœur. « Tu es si belle, Evelyne. »« Hugo, je suis vieille. J'ai 60 ans. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, le jour où je t'ai rencontrée. Et aujourd'hui, Marguerite venait me voir tous les jours. Elle m'apportait du café, des sandwichs que je ne mangeais pas. Il faut que tu manges, Evelyne. Je ne peux pas. Pour lui, pour Hugo. Il ne voudrait pas te voir comme ça. Elle avait raison. Mais comment manger quand l'homme que vous aimez est en train de mourir? Le 12 novembre, très tôt le matin, l'infirmière est venue me réveiller. J'étais endormie dans le fauteuil à côté du lit d'Hugo. « Madame Laporte, venez. Vite !» Je me suis levée d'un bond. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Hugo avait les yeux ouverts. Il me regardait. « Evelyne. » Sa voix était faible. À peine un murmure. «
Je suis là, mon amour. Je suis là. J'ai pris sa main. Elle était froide. J'ai eu une belle vie. Oui, nous avons eu une belle vie. Merci pour tout. Ne me remercie pas. C'est moi qui te remercie. Il a essayé de sourire. Mais son visage se contractait de douleur. Je t'aime, Evelyne. Toujours. Je t'aime aussi. Pour toujours. Il a fermé les yeux. Sa respiration était de plus en plus faible. J'ai posé mon front contre le sien. Vas-y, Hugo. Tu peux y aller. Je vais bien. Je te promets que je vais bien. C'était un mensonge. Mais un mensonge nécessaire. Parce qu'il avait besoin de partir en paix. Sa main a serré la mienne une dernière fois. Faiblement. Puis plus rien. Le silence. Ce silence terrible qui marque la fin d'une vie. L'infirmière a vérifié son pouls. Elle a secoué la tête doucement. Il est parti, madame. Je suis désolée. Je suis restée là, à tenir sa main, à regarder son visage enfin apaisé. Plus de douleur, plus de souffrance, juste le repos éternel. J'ai embrassé son front, une dernière fois. Au revoir, mon amour. Merci pour ces 40 années. Merci pour tout. Puis je suis sortie de cette chambre, et j'ai marché dans les couloirs de l'hôpital comme une somnambule. Dehors, le soleil se levait sur Paris. Le monde continuait de tourner, comme si rien ne s'était passé, comme si ma vie entière ne venait pas de s'arrêter. J'ai appelé Marguerite. Elle est venue immédiatement. Elle m'a serré dans ses bras. Elle n'a rien dit. Il n'y avait rien à dire. Hugo était mort, et j'étais seule. Après 40 années à deux, j'étais seule. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard, un samedi gris de novembre. Le ciel était bas, il bruinait. L'église Saint-Sulpice était pleine. Collègues, amis, quelques membres éloignés de nos familles. Bernard et Philippe étaient au premier rang. Costumes sombres, visages graves. Ils avaient au même eu le culot de venir me présenter leurs condoléances avant la cérémonie. Chère Evelyne, nous sommes effondrés. Hugo était plus qu'un associé. C'était un ami. Mensonge. Hugo les détestait. Il le savait. Je le savais. Mais je me suis contentée de hocher la tête. Merci d'être venu. Bien sûr. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, pour les affaires du cabinet, nous sommes là. J'avais souri, un sourire froid. Je n'en doute pas. Le prêtre a parlé de l'âme, de l'éternité, de la paix. Marguerite a lu un poème de Verlaine. Sa voix tremblait. Moi, je suis restée assise, silencieuse. Les yeux fixes sur le cercueil en bois clair. Hugo était là-dedans. Mon Hugo, l'homme avec qui j'avais partagé 40 années de ma vie. Et maintenant, il n'était plus qu'un corps dans une boîte. Après la cérémonie, au cimetière du Père-Lachaise, j'ai jeté une rose blanche sur le cercueil. Au revoir, mon amour, repose-toi maintenant. Les gens ont défilé devant moi. Des mains serrées, des embrassades, des mots que je n'entendais pas vraiment. Puis tout le monde est parti, sauf Marguerite. Elle était restée à mes côtés. « Tu veux rentrer ?»« Pas encore. Laisse-moi juste... » Un moment. Elle a hoché la tête. Elle s'est éloignée de quelques pas pour me laisser seule. Je me suis agenouillée devant la tombe fraîche. « Hugo, je ne sais pas si tu peux m'entendre, mais j'ai besoin de te parler. » Le vent faisait bruire les feuilles des arbres autour de moi. J'ai peur. Peur de vivre sans toi. Peur de me réveiller chaque matin dans un lit vide. Peur de ne plus avoir personne à qui raconter ma journée. Les larmes coulaient. Encore. Toujours. Mais je te promets quelque chose. Je te promets de ne pas les laisser gagner. Bernard, Philippe, tous ceux qui ont profité de ta gentillesse, de ta générosité. J'ai essuyé mes yeux. Tu m'as protégée. Maintenant, c'est à mon tour de protéger ce que tu as construit. Ton héritage, ta mémoire. Je me suis relevée. J'ai embrassé mes doigts. Je les ai posés sur la pierre tombale. Je t'aime. Pour toujours. Le soir même, de retour à l'appartement, j'ai ouvert la lettre que Hugo m'avait écrite. Mes mains tremblaient en déchirant l'enveloppe. Ma chère Evelyne, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Et je sais combien cela doit être difficile pour toi. Je voudrais être là pour essuyer tes larmes. Mais puisque je ne peux pas, laisse-moi au moins te dire ce que j'aurais voulu te dire de vive voix. Tu as été la plus belle chose qui me soit arrivée. Dès le premier regard, j'ai su que tu étais celle avec qui je voulais passer ma vie. Et pendant 40 ans, tu ne m'as jamais déçu. Pas une seule fois. Tu m'as rendu heureux, profondément heureux. Même dans les moments difficiles. Même quand nous n'avons pas pu avoir d'enfants. Même quand les affaires du cabinet étaient compliquées. Tu étais là, toujours là. Je sais que ces derniers mois ont été éprouvants.
Je sais que je t'ai menti, que je t'ai caché la vérité. Mais je te demande de me pardonner. Je voulais juste que nos derniers moments ensemble soient beaux. Je voulais que tu te souviennes de moi vivant, pas mourant. Maintenant, je veux que tu vives, Evelyne. Vraiment. Voyage. Vois tes amis. Lis. Marche dans Paris. Regarde les couchers de soleil. Fais toutes ces choses que nous aimions faire ensemble. Et ne laisse pas Bernard et Philippe te voler. Tout ce que j'ai mis en place avec Maître Arnaud, c'est pour toi. C'est ton droit. Batte-toi s'il le faut. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je serai toujours avec toi. Dans chaque café que tu boiras le matin. Dans chaque livre que tu liras. Dans chaque promenade sur les quais de Seine. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Ton Hugo. J'ai replié la lettre. Je l'ai serrée contre mon cœur. Et j'ai pleuré. Longtemps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Puis, je me suis levée. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardée dans le miroir. Mes cheveux gris. Mes rides. Mes yeux rougis. 60 ans. Veuve. Seule. Mais vivante. Et Hugo avait raison. Je devais me battre. Le lundi suivant, une semaine après l'enterrement, j'ai reçu un appel. Bernard. Evelyne. J'espère que tu vas mieux. Je sais que c'est difficile. Qu'est-ce que tu veux, Bernard? Nous devons parler. Des affaires du cabinet. Il y a des décisions urgentes à prendre. Quelles décisions? Eh bien, avec la disparition d'Hugo, ses parts reviennent automatiquement à Philippe et moi, conformément au statut. Nous devons régulariser la situation. Je vois. Nous aimerions te rencontrer. Disons mercredi? À mon bureau? D'accord. Mercredi. 15 heures. Parfait. Et Evelyne? Oui? Viens seule. Ce sera plus simple. Il a raccroché. J'ai regardé le téléphone dans ma main. Mon sang bouillait. Viens seule. Ce sera plus simple. Il voulait me faire peur, me manipuler, me voler. Mais il ne me connaissait pas. J'ai appelé Maître Arnaud immédiatement. Madame Laporte, mes condoléances. J'ai appris pour monsieur... Merci. J'ai besoin de vous. Bernard et Philippe veulent me rencontrer mercredi. Je vois. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils pensent récupérer les parts d'Hugo sans problème. Ils vont avoir une surprise. Hugo a tout prévu. Les transferts de biens sont légaux et enregistrés. Vous possédez la moitié de tout ce que vous aviez en commun. Ils ne peuvent rien y faire. Mais les parts du cabinet? Effectivement, selon les statuts, elles leur reviennent. Mais Hugo avait aussi prévu ça. Il a liquidé discrètement certains actifs avant de mourir. L'argent est sur un compte à votre nom. Ils auront le cabinet, mais le cabinet n'a plus la même valeur qu'avant. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. Hugo était brillant. Oui, il vous aimait beaucoup, Madame Laporte, et il voulait que vous soyez protégée. Le mercredi, je suis arrivée au cabinet de Bernard à 15 heures pile. Mais je n'étais pas seule. Maître Arnaud m'accompagnait. Quand Bernard nous a vus entrer dans son bureau, son visage s'est décomposé. « Evelyne, je pensais que tu viendrais seule. Tu as pensé mal. » Maître Arnaud a posé son attaché-case sur la table. « Messieurs, je suis Maître Sophie Arnaud. J'ai représenté Monsieur Hugo Laporte dans ses dernières volontés. Et je représente maintenant Madame Evelyne Laporte. Philippe était là aussi. Il regardait l'avocate avec méfiance. Nous n'avons pas besoin d'avocat. C'est une simple formalité. Justement, a répondu Maître Arnaud. Parlons des formalités. Elle a sorti des documents. Elle les a étalés sur la table. Comme vous le savez, selon les statuts du cabinet, les parts de Monsieur Laporte vous reviennent effectivement. 50% chacun, pour un prix symbolique de 10 000 €. Bernard a souri. Satisfait. Exactement. Nous sommes prêts à signer aujourd'hui. Parfait. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Elle a sorti d'autres papiers. Monsieur Laporte a procédé à plusieurs transferts avant son décès. Transferts légaux, enregistrés, inattaquables. Quel transfert? La moitié de tous les biens du couple Laporte est maintenant au nom de Madame Laporte. L'appartement. Les comptes bancaires, les placements, tout. Le visage de Bernard est devenu rouge. C'est impossible. Il n'avait pas le droit. Si, c'est parfaitement légal. Madame Laporte est son épouse. Il avait tous les droits. Philippe s'est levé. Vous essayez de nous voler? Non, messieurs, a dit Maître Arnaud calmement. C'est exactement l'inverse. Monsieur Laporte a protégé son épouse contre vos manœuvres. Elle a refermé son attaché-case. Vous aurez les parts du cabinet, comme prévu. Mais Madame Laporte est financièrement indépendante. Elle n'a besoin de rien de vous. Je me suis levée. J'ai regardé Bernard, puis Philippe. Hugo savait qui vous étiez. Il savait que vous essaieriez de me voler. Alors il m'a protégée.
Bernard a serré les poings. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je crois que si, a répondu maître Arnaud. Sauf si vous voulez que je rende publiques certaines irrégularités comptables que monsieur Laporte avait découvertes avant sa mort. Des irrégularités qui pourraient intéresser l'administration fiscale. Le silence. Bernard et Philippe se regardaient. Pâles. Vous nous faites chanter? Non. Je vous informe simplement que madame Laporte est sous ma protection juridique et que toute tentative d'intimidation ou de manipulation sera sanctionnée. Je me suis dirigé vers la porte. Maître Arnaud m'a suivi. Avant de sortir, je me suis retourné. Hugo était un homme bon. Vous ne l'avez jamais mérité. Ni comme associé, ni comme ami. Et je suis parti. Dehors, sur le boulevard, j'ai respiré profondément. L'air froid de novembre me brûlait les poumons. Mais je me sentais légère. Pour la première fois depuis la mort d'Hugo, je me sentais forte. Vous avez été parfaite, madame Laporte, a dit maître Arnaud. Non, Hugo a été parfait. Il a tout prévu. Il vous aimait beaucoup. Je sais. Nous avons marché en silence pendant quelques minutes. Puis, maître Arnaud s'est arrêté. Madame Laporte, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Hugo était mon client. Mais maintenant, vous êtes mon amie. Merci, Sophie, pour tout. Elle m'a serré dans ses bras, brièvement. Puis elle est partie. Je suis rentrée chez moi. Notre appartement. Mon appartement maintenant. J'ai préparé du café. Une seule tasse. Je me suis assise sur le balcon, face au toit de Paris. Le soleil se couchait, orange et rose. Et j'ai pensé à Hugo, à sa gentillesse, à son amour, à son sacrifice. Il m'avait protégée jusqu'au bout, même après sa mort. Merci, mon amour, ai-je murmuré au vent. Merci de m'avoir appris que l'amour, le vrai, c'est aussi protéger l'autre, même quand on n'est plus là. J'ai bu mon café lentement, et j'ai regardé le ciel s'assombrir. Demain serait un autre jour, le premier jour du reste de ma vie, sans Hugo, mais avec son amour, son héritage, sa force. Et j'allais vivre, vraiment vivre, comme il me l'avait demandé. Les mois qui ont suivi ont été à la fois les plus difficiles et les plus libérateurs de ma vie. Difficiles, parce que le silence de l'appartement me pesait, parce que chaque matin, je me réveillais en tendant la main vers le côté du lit où Hugo dormait. Et chaque matin, je trouvais le vide. Mais libérateur aussi, parce que j'avais tenu ma promesse. Je vivais. Décembre est arrivé, le premier Noël, sans Hugo. Marguerite m'avait invité chez elle, sa famille, ses petits-enfants, le sapin, les rires. Mais je n'y suis pas allée. J'avais besoin d'être seule, d'apprivoiser cette solitude nouvelle. J'ai passé la soirée du 24 décembre sur le balcon, une couverture sur les genoux, à regarder les lumières de Paris. « Joyeux Noël, Hugo !» ai-je murmuré en levant mon verre de vin. « Où que tu sois !» Le vent a fait bruire les feuilles du petit olivier que nous avions planté ensemble il y a des années. Et j'ai souri, parce que j'ai choisi de croire que c'était sa façon de me répondre. En janvier, j'ai repris l'enseignement, seulement 3 jours par semaine. Je n'avais plus besoin de travailler à temps plein. Grâce à Hugo, j'étais à l'abri financièrement. Mais j'aimais mes élèves, leurs questions, leur énergie, leur façon de voir le monde. Un matin, alors que j'expliquais le site de Corneille, une élève a levé la main. « Madame Laporte, vous croyez vraiment que l'amour peut survivre à tout, même à la mort ?» J'ai regardé cette jeune fille, 17 ans, toute la vie devant elle. « Oui », ai-je répondu. « Je crois que l'amour véritable ne meurt jamais. Il se transforme, mais il reste. » Elle a souri, soulagée peut-être, et moi aussi. C'était la première fois depuis la mort d'Hugo que je parlais d'amour sans pleurer. Fin janvier, j'ai reçu un appel inattendu. Sophie Arnaud. « Madame Laporte, j'ai des nouvelles, concernant Bernard et Philippe. » « Quel genre de nouvelles ? » ?»« Mauvaises. Pour eux. Bonnes pour la justice. » Elle m'a raconté. Après notre confrontation en novembre, Bernard et Philippe avaient tenté de contester les transferts de biens effectués par Hugo. Ils avaient engagé un avocat, déposé une plainte. Mais leur avocat avait découvert quelque chose. Des irrégularités comptables au sein du cabinet, des détournements de fonds, des clients surfacturés, et tout menait à Bernard et Philippe. L'administration fiscale a lancé une enquête, m'a expliqué Sophie. Ils risquent de lourdes amendes. Peut-être même des poursuites pénales. Hugo le savait ? Oui, il avait découvert leur magouille il y a quelques années. Mais il n'avait pas voulu les dénoncer à l'époque. Il espérait qu'ils changeraient. Mais ils n'ont pas changé. Non, ils ont continué. Et maintenant,
Tout leur tombe dessus. J'ai fermé les yeux. Hugo n'avait même pas eu besoin de les dénoncer. La vie s'en était chargée. Que va-t-il se passer maintenant? Le cabinet va probablement fermer. Ils devront rembourser les clients lésés. Et leur réputation est détruite. Plus personne ne voudra travailler avec eux. J'aurais dû me réjouir. Mais je me sentais juste, triste. Triste que des hommes puissent gâcher leur vie par cupidité. Merci de m'avoir prévenue, Sophie. Madame Laporte, il y a autre chose. Quoi? Bernard a essayé de me contacter. Il voulait savoir si vous accepteriez de témoigner en leur faveur. Il dit que Hugo aurait voulu que vous les aidiez. J'ai ri, amèrement. Hugo aurait voulu que je les aide? Après tout ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'il prétend. Ma réponse est non. Hugo m'a protégé d'eux. Je ne vais certainement pas les aider maintenant. C'est ce que je pensais. Je lui ai déjà répondu en votre nom. Merci, Sophie. En février, j'ai croisé Philippe par hasard. C'était un dimanche matin. Je faisais mes courses au marché de la Bastille. Et soudain, je l'ai vu. Il était seul. Un sac de légumes à la main. Il avait l'air vieux, fatigué, diminué. Nos regards se sont croisés. Il a baissé les yeux immédiatement. Il allait partir, fuir. Mais j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je l'ai appelé. Philippe. Il s'est retourné. Surpris. Méfiant. Evelyne. Nous nous sommes regardés en silence pendant quelques secondes. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Pas bien. Mais tu le sais déjà, j'imagine. » J'ai appris. Pour le cabinet. Pour l'enquête. Il a hoché la tête. Ses épaules se sont affaissées. Nous avons tout perdu. Le cabinet. Notre réputation. Nos économies vont partir dans les amendes et les remboursements. Je suis désolé. Il m'a regardé, étonné. Tu es désolé? Après tout ce que nous avons fait? Après avoir essayé de te voler? Oui, parce que Hugo ne vous aurait pas souhaité ça. Malgré tout, Philippe a détourné le regard. Ses yeux brillaient. Hugo était trop bon pour nous. Nous ne le méritions pas. Non, vous ne le méritiez pas. Un silence. Il savait, n'est-ce pas? Pour les détournements? Oui. Et il n'a rien dit? Il nous a protégés? Pendant des années? Oui. Philippe a secoué la tête. Et nous avons essayé de voler sa veuve. Mon Dieu, qu'est-ce que nous sommes devenus? Des hommes qui ont fait de mauvais choix, Philippe. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Si, parfois, il est trop tard. Il a ramassé son sac. Merci quand même, Evelyne, de ne pas avoir témoigné contre nous. Tu aurais pu nous enfoncer davantage. Je ne vous ai pas aidé non plus. Tu n'avais aucune raison de le faire. Il est parti, voûté, vaincu. Et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la joie, pas de la satisfaction, juste de la tristesse de voir des vies gâchées par l'avidité. En mars, j'ai reçu une lettre. De Bernard. Chère Evelyne, je sais que tu n'as aucune raison de me lire, encore moins de me croire, mais j'ai besoin de t'écrire ces mots. Je suis désolée. Désolée pour tout. Pour avoir essayé de te voler. Pour avoir profité d'Hugo pendant des années. Pour avoir trahi sa confiance. Hugo était un homme bon. Un homme honnête. Et moi, je n'étais qu'un lâche cupide. Le cabinet a fermé. Philippe et moi sommes en procès. Nous allons probablement perdre tout ce que nous avons. Et tu sais quoi? Nous le méritons. Parce que la vie finit toujours par rendre justice. D'une façon ou d'une autre. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que j'ai compris. Trop tard, peut-être. Mais j'ai compris. L'argent ne vaut rien si on perd son âme pour l'obtenir. Hugo l'avait compris. Toi aussi. Moi, il m'a fallu tout perdre pour le comprendre. Prends soin de toi, Evelyne. Bernard. J'ai relu cette lettre plusieurs fois. Puis, je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne lui ai pas répondu. Il n'attendait pas de réponse. Mais quelque part, j'espérais qu'il trouverait la paix. Que Philippe aussi. Pas pour eux. Mais parce que c'est ce qu'Hugo aurait voulu. En avril, Marguerite et moi avons déjeuné ensemble. Comme chaque mois. Tu as l'air mieux, m'a-t-elle dit. Je vais mieux. Doucement. Mais je vais mieux. Hugo serait fier de toi. Tu crois? J'en suis sûre. Tu es debout. Tu vis. Tu enseignes. Tu souris à nouveau. Je pense encore à lui tous les jours. Et tu y penseras toujours. Mais ce n'est plus une douleur paralysante, n'est-ce pas? Non. C'est devenu une présence douce. Un souvenir précieux. Marguerite a souri. C'est exactement ça. Le deuil qui guérit. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai sorti la photo de notre mariage. Celle qu'Hugo regardait si souvent dans les derniers mois. Nous étions si jeunes.
20 et 23 ans, nos vies entières devant nous. Nous avons eu 40 belles années, Hugo. 40 années pleines d'amour, de rire, de vie. Pas tout le monde n'a cette chance. J'ai embrassé la photo. Je l'ai remise sur la commode. Et j'ai compris quelque chose. La justice n'est pas toujours immédiate. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Mais elle finit toujours par arriver. Bernard et Philippe avaient tout perdu. Non pas parce que je m'étais vengé, mais parce que leurs propres actions les avaient rattrapés. Hugo, lui, avait quitté ce monde entouré d'amour, protégeant celle qu'il aimait jusqu'à son dernier souffle. Et moi, j'étais toujours debout, plus forte qu'avant, plus lucide aussi. La vie nous rend toujours ce qu'on lui donne. Hugo avait donné de l'amour, et il avait reçu de l'amour en retour. Bernard et Philippe avaient donné de la cupidité, et ils récoltaient la solitude et la honte. C'était aussi simple que ça, aussi juste que ça. En mai, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis retournée au Père-Lachaise. Sur la tombe d'Hugo, les fleurs que j'avais plantées en décembre avaient fleuri. Des petites roses blanches, ses préférées. Je me suis agenouillée. Bonjour, mon amour. Je voulais te dire quelque chose. Le vent soufflait doucement. Les oiseaux chantaient. Bernard et Philippe ont tout perdu. Le cabinet, leur réputation, leur argent, tout. J'ai touché la pierre tombale. Je devrais me réjouir. Mais je ne me réjouis pas, parce que tu m'as appris qu'on ne se réjouit jamais du malheur des autres, même quand ils le méritent. Une larme a coulé sur ma joue. Tu avais raison, Hugo. La vie finit toujours par rendre justice, pas parce qu'on se venge, mais parce que nos actions ont des conséquences. Toujours. J'ai respiré profondément. Et moi, je vais bien. Je te l'avais promis, et je tiens mes promesses. Je me suis levée. J'ai arrangé les fleurs. Repose en paix, mon amour. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu m'as protégé. Tu m'as aimé. Et maintenant, c'est à mon tour de vivre. Pour nous deux. En sortant du cimetière, j'ai croisé une vieille dame. Elle avait mon âge, peut-être un peu plus. Elle tenait des fleurs. Son visage était triste. Nos regards se sont croisés. Elle a souri faiblement. « Votre mari ?» a-t-elle demandé. « Oui. Le vôtre aussi ?»« Oui. Il y a 3 ans maintenant. Ça devient plus facile ?» Elle a réfléchi. « Non. Ça ne devient pas plus facile. Mais on apprend à vivre avec. On apprend que l'amour ne meurt pas avec les gens qu'on aime. Il reste. Il nous accompagne. Oui, c'est exactement ça. » Elle a posé sa main sur mon bras. « Courage, ma chère. Le chemin est long. Mais vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Merci. » Elle est partie vers les tombes, et moi vers la sortie, vers la vie, vers les jours qui viennent, vers l'avenir qu'Hugo voulait pour moi. Un avenir sans lui, mais avec son amour comme guide. Nous sommes maintenant en décembre, 1 an après la mort d'Hugo, 1 an entier sans lui, 365 jours à apprendre à vivre seul, à me réveiller seul, à dîner seul, à regarder le soleil se coucher seul, mais aussi 365 jours à découvrir que je suis plus forte que je ne le pensais. Ce matin, je me suis réveillée avec le soleil, comme toujours maintenant. Je n'ai plus besoin de réveil. Mon corps s'est habitué à ce nouveau rythme. J'ai préparé mon café. 1 seule tasse. Cela ne me brise plus le cœur comme avant. Je me suis installée sur le balcon, malgré le froid, emmitouflée dans la couverture en laine qu'Hugo m'avait offerte il y a 10 ans. Les toits de Paris brillaient sous le givre. Le ciel était d'un bleu parfait. « Bonjour, Hugo », ai-je murmuré comme chaque matin. « J'espère que là où tu es, il fait aussi beau. » J'ai pensé à tout ce qui s'était passé cette année. En juin, j'ai vendu l'appartement. Notre appartement. Celui où nous avions vécu pendant 35 ans. Ce n'était pas une décision facile, mais j'avais besoin de changement. Besoin d'un endroit qui soit vraiment le mien. Pas le nôtre. Le mien. J'ai acheté un plus petit appartement, toujours dans le Marais, mais différent, plus lumineux, avec un balcon plus grand, face au sud. Marguerite m'a aidé à déménager. Elle a trié avec moi tous les cartons. « Tu es sûre de vouloir te débarrasser de ça ?» m'avait-elle demandé en montrant des vieux dossiers du cabinet d'Hugo. « Oui, il est temps de laisser partir certaines choses, mais j'ai gardé l'essentiel, les photos, les lettres, le par-dessus d'Hugo qui sentait encore son eau de Cologne, quelques livres qu'il aimait particulièrement, et sa montre, celle que je portais maintenant à mon poignet gauche, juste pour sentir son poids, pour me rappeler que le temps continue, toujours. En juillet, j'ai fait quelque chose d'inattendu, quelque chose dont Hugo aurait ri. J'ai pris des cours de peinture, moi qui n'avais jamais su dessiner,
qui avait toujours admiré l'art sans jamais oser le pratiquer. Mais Hugo m'avait dit un jour, il y a longtemps, « Evelyne, tu passes ta vie à enseigner la littérature. Mais toi, qu'est-ce que tu crées ?»« Je ne suis pas créative, » avais-je répondu. « Tout le monde est créatif. Il suffit de trouver sa façon de s'exprimer. » Alors j'ai essayé. Et à ma grande surprise, j'ai aimé. L'odeur de la peinture à l'huile, le silence de l'atelier, le bruit du pinceau sur la toile. Je n'étais pas douée. Mais ce n'était pas le but. Le but était de créer quelque chose, de laisser une trace. Mon premier tableau représentait le balcon de notre ancien appartement, avec les 2 tasses de café. Celle d'Hugo était pleine, la mienne, vide. Mon professeur l'avait regardée longuement. « C'est très émouvant, Madame Laporte. C'est une façon de me souvenir. L'art est souvent ça, une façon de transformer la douleur en beauté. » En août, Sophie Arnaud m'a invitée à dîner. Nous étions devenus amis, vraiment amis. Elle m'a raconté qu'elle aussi avait perdu quelqu'un, son père. Il y a 5 ans, d'un cancer également. C'est pour ça que j'ai accepté le dossier d'Hugo, m'a-t-elle confié. Je savais ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, cette urgence de protéger ceux qu'on aime avant qu'il soit trop tard. Tu l'as aidé à me protéger. Je ne l'oublierai jamais. C'était un homme bien, Evelyne. Rare, vraiment rare. Je sais, nous avons trinqué. À Hugo, à son père, à tous ceux qui nous manquent. En septembre, j'ai reçu une lettre de Philippe, pas de Bernard. Juste Philippe. Chère Evelyne, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu devrais. Mais j'avais besoin de t'écrire. Le procès est terminé. Bernard et moi avons été condamnés. Amende. Interdiction d'exercer pendant 5 ans. Nos noms sont salis. Nos villes sont finies. Mais ce n'est pas de ça que je veux te parler. Je veux te parler d'Hugo. Pendant toutes ces années, je l'ai côtoyé sans vraiment le voir. Je le prenais pour acquis. Je profitais de sa gentillesse, de sa générosité, de son honnêteté. Je ne lui ai jamais dit merci, jamais dit combien je l'admirais, combien je l'enviais aussi. Parce que Hugo avait quelque chose que ni Bernard ni moi n'avions. Il avait l'amour, le vrai, celui qui dure, celui qui protège, celui qui donne un sens à tout. Tu étais son sens, Evelyne, sa raison de vivre, sa raison de se battre. Et nous n'avions que l'argent. Et maintenant, nous n'avons même plus ça. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de savoir que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. La richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on aime. Hugo était l'homme le plus riche que j'ai jamais connu. Prends soin de toi. Philippe, j'ai pleuré en lisant cette lettre. Non pas de tristesse, mais de compréhension. Philippe avait enfin compris. Après tout ce temps, après avoir tout perdu. Certaines leçons ne peuvent s'apprendre qu'à travers la souffrance. J'ai rangé cette lettre avec celle de Bernard, dans le tiroir où je garde les choses importantes, parce qu'un jour, peut-être, quelqu'un lira ces lettres et comprendra que la vie enseigne à chacun, à son rythme, à sa façon. En octobre, j'ai organisé un dîner, chez moi, dans mon nouvel appartement. J'ai invité Marguerite, Sophie, quelques collègues du lycée, quelques amis proches. C'était la première fois que je recevais depuis la mort d'Hugo. J'avais peur que ce soit triste, peur de pleurer devant tout le monde. Mais non. Nous avons ri, nous avons mangé, nous avons parlé de tout et de rien. Et à un moment, Marguerite a levé son verre. À Evelyne, à sa force, à son courage, à sa capacité de continuer à vivre même quand tout semblait perdu. Tout le monde a applaudi. Et j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas seule. Je ne l'avais jamais été. Hugo m'avait laissé entouré d'amour, d'amis, de souvenirs, de leçons. Il m'avait laissé riche. Pas d'argent, mais de vie. En novembre, je suis retournée au domaine des Tilleuls, là où nous avions fêté nos 30 ans de mariage. Monsieur Renaud m'a reconnue immédiatement. « Madame Laporte, quel plaisir de vous revoir. Comment allez-vous ?»« Je vais bien, monsieur Renaud. Merci. J'ai appris pour votre mari. Mes condoléances. C'était un homme bien. » Oui, c'était un homme bien. Nous avons marché dans le jardin, jusqu'au coin où Hugo avait rencontré Sophie ce soir-là. L'endroit qui avait déclenché toute cette histoire, toute cette douleur, toute cette révélation. Vous savez, monsieur Renaud, quand vous m'avez montré cette vidéo, j'ai cru que ma vie était finie. Je m'en souviens. J'étais désolée de vous faire ça. Mais vous aviez raison de me la montrer. Parce que sans cette vidéo, je n'aurais jamais cherché la vérité. Je n'aurais jamais compris à quel point Hugo m'aimait. Il a hoché la tête.
Parfois, les choses qui nous brisent sont celles qui finissent par nous révéler l'essentiel. Oui, exactement. Je suis restée là quelques minutes, à regarder ce jardin, ces arbres, ce ciel. Merci, monsieur Renaud. Pour tout. Ce n'est rien, madame. Non, ce n'est pas rien. Vous m'avez aidé à voir la vérité. Et la vérité, même douloureuse, est toujours préférable au mensonge. Hier soir, j'ai relu la lettre d'Hugo, celle qu'il m'avait écrite avant de mourir. Je la connais par cœur maintenant. Chaque mot, chaque virgule. Mais je la relis quand même, parce qu'elle me rappelle qui j'étais, qui je suis devenue. Je veux que tu vives, Evelyne. Vraiment. Et je vis, Hugo. Je vis vraiment. Pas comme avant. Pas comme nous vivions ensemble, mais je vis quand même. J'enseigne, je peins, je vois mes amis, je lis, je me promène dans Paris, je regarde les couchers de soleil, comme tu me l'avais demandé, et chaque fois, je pense à toi. Ce matin, en buvant mon café, j'ai pensé à cette jeune femme de 20 ans que j'étais quand je t'ai rencontrée. J'ai pensé à toutes ces années que nous avons vécues ensemble. Les rires, les pleurs, les silences complices. J'ai pensé à la maladie, au secret, à la douleur. Et j'ai pensé à l'amour. Cet amour qui a tout traversé, tout supporté, tout transcendé. Tu m'as appris que l'amour, le vrai, ce n'est pas seulement être ensemble dans les bons moments. C'est aussi protéger l'autre. Même quand ça fait mal, même quand ça nous coûte. Tu m'as appris que la vie est courte, trop courte, et qu'il ne faut pas la gaspiller avec des choses futiles. Tu m'as appris que la richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on aime. Et tu m'as appris, surtout, que la mort ne met pas fin à l'amour. Elle le transforme, elle le purifie, elle le rend éternel. Si mon histoire peut t'aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre que l'amour véritable existe encore, que les hommes bons existent encore, alors tout cela aura eu un sens. Si mon histoire peut aider quelqu'un à ne pas juger trop vite, à chercher la vérité derrière les apparences, à donner une chance à ceux qu'on aime d'expliquer leur silence, alors oui, tout cela aura valu la peine. Hugo n'était pas parfait. Il m'a menti. Il m'a caché la vérité pendant des mois. Mais il l'a fait par amour, uniquement par amour. Et moi, j'ai appris à pardonner. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je le méritais. Parce que le pardon libère, il guérit, il permet de continuer. Aujourd'hui, je sais que je vais bien. Je ne suis plus cette femme brisée qui regardait une vidéo en pleurant dans le bureau de monsieur Renaud. Je suis une femme qui a perdu l'amour de sa vie, mais qui a appris à vivre avec cette perte. Une femme qui a compris que la vie continue. Toujours. Que le soleil se lève chaque matin. Que les oiseaux chantent. Que les fleurs poussent. Que la beauté existe encore. Même dans la douleur. Que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il reste. Dans les souvenirs. Dans les gestes. Dans les leçons apprises. Hugo vit en moi. Chaque jour. Dans chaque choix que je fais. Dans chaque sourire que je donne. Dans chaque coucher de soleil que je regarde. Il vit parce que je le fais vivre. Et tant que je vivrai, il vivra aussi. Ce soir, je vais allumer une bougie, comme je le fais chaque 12e jour du mois, le jour de sa mort. Je vais m'asseoir sur mon balcon, je vais regarder les étoiles, et je vais lui dire merci. Merci pour ses 40 années. Merci pour son amour. Merci pour sa protection. Merci de m'avoir appris que l'amour véritable ne demande rien en retour. Il donne, il protège, il se sacrifie. Et je vais lui promettre quelque chose. Je vais lui promettre de continuer, de vivre pleinement, de ne pas gaspiller le temps qu'il me reste, parce que c'est ce qu'il aurait voulu, c'est ce qu'il voulait, et je ne le décevrai pas. Alors voilà, c'est mon histoire, l'histoire d'une femme qui a cru que son mari la trompait, qui a découvert qu'il la protégeait, l'histoire d'un amour qui a survécu à la maladie, à la mort, au temps, l'histoire d'une leçon apprise dans la douleur, que la vie nous rend toujours ce qu'on lui donne. Hugo a donné de l'amour, et il a reçu de l'amour. Même après sa mort, son amour me protège encore. C'est ça, la vraie richesse. C'est ça, le vrai héritage. Pas l'argent, pas les biens, pas les propriétés, mais l'amour, les leçons, les souvenirs. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, je veux que vous reteniez une chose. Ne jugez pas trop vite, ne présumez pas, ne tirez pas de conclusions hâtives, cherchez la vérité. Toujours, parlez. Écoutez, comprenez, parce que parfois, les silences cachent les plus beaux actes d'amour. Parfois, les mensonges sont des sacrifices. Parfois, ce qui semble être de la trahison est en réalité de la protection.
Hugo m'a appris ça. Et maintenant, je vous le transmets. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Evelyne Laporte, 60 ans, Paris.